Mercredi 23 juin, les amis. Ça y est, nous y sommes. C'est le grand jour pour l'équipe de France. Il nous attend, le colosse Cristiano Ronaldo pour le grand match attendu. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 139 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. La chaîne est gratuite, je vous le rappelle. Et activez la petite clochette pour avoir en temps réel toutes les notifications. Alors, on va ouvrir ensemble la presse internationale. 3 grandes parties aujourd'hui. Bien entendu, on va commencer avec la presse portugaise parce que Monsieur CR7 nous attend. Regardez ça, les Portugais qui, selon Ojogo, ont été vaccinés par l'Allemagne. L'allusion, bien entendu, à la pandémie Covid. Et là, par la défaite subie par le Portugal 4-2 face à l'Allemagne, ça y est, ça c'est fait, on est vacciné, on peut partir de l'avant. Voilà les forces rétablies pour affronter l'équipe de France. Pas de calcul. Regardez, pas de calcul avec cette calculatrice à la une de Abola pour terminer éventuellement en tête de ce groupe. Il ne faut pas calculer pour les Portugais, ni pour les Français, bien évidemment. Ça, vous le savez, parce qu'on veut cette première place. C'est à la une de l'équipe. Première arrivée, premier servi. Vous l'aurez compris. On veut cette première place pour tout simplement éviter les huitièmes de finale et l'écart peut-être difficile dans l'autre partie du tableau. On parle de chemin escarpé. Durant toute la journée, on va échanger ensemble sur les réseaux sociaux pour avoir au mieux les compositions d'équipe, d'abord probables, puis définitives. Jetons déjà un coup d'œil sur les cotes. Les cotes de ce match très attendues avec les copains de NetBet. Alors, j'ai pris les deux matchs. Portugal-France, donc 3,80, 3,20 et 2,22 pour l'équipe de France. Moi, je vais aller sur les bleus. Victoire de l'équipe de France, 2,22. Notez dans le même temps Allemagne et Hongrie. Et on va y revenir. 1,19, 8 et 15. La Hongrie est à 15. Je vais aller sur l'Allemagne à 1,19. Et n'oubliez pas, si vous n'avez encore jamais parié sur NetBet, c'est votre première fois, venez avec le code promo Ruiz Club en toutes lettres, tout attaché. Vous aurez pour cela 160 € offerts avec les copains de NetBet pour votre premier pari. Et il faut être majeur, je le rappelle, pour parier, bien évidemment. On va continuer avec ce qui se passe en Italie parce que là, si l'équipe de France est favorite, attention à l'équipe italienne de Mancini qui se hisse à la deuxième place des favoris. Regardez, les Azzurri alle Stelle, ils font, ça y est, partie des étoiles. Ils étaient 7e seulement au ranking des favoris il y a quelques jours, au démarrage de 7 €. Et fort de la réussite de Mancini, 3 sur 3 pour leur match de groupe, eh bien, l'Italie monte sur les sommets. On nous dit aujourd'hui, le ranking est ici. Je vous l'ai placé là, zoomé. Voilà, en tête, c'est l'équipe de France qui était à 5,5, qui est passée à 4,5 contre 1. L'Italie est ici, était à 11 contre 1, passée à 7. Italie, deuxième, avec l'équipe d'Allemagne à égalité devant les Belges et l'Angleterre. L'Espagne est seulement ici. France favori, Italie, Allemagne, pardon, et là, Belgique. Affaire à suivre. En tout cas, Mancini peut compter, vous le savez, notamment sur une défense de fer, ce mur défensif avec Gigio Donnarumma, le futur gardien du Paris Saint-Germain. Vous le savez, 4 hommes qui devraient être alignés là, côté italien pour le match face à l'Autriche en huitième de finale, avec Di Lorenzo ici, l'ami Bonucci, Francesco Acerbi ou encore Leonardo Spinazzola. Là, voici le mur qui va se dresser face à l'Autriche pour tenter d'aller chercher un record, encore un autre record. Je vous ai zoomé tout ça, regardez. Record tout d'abord pour l'équipe italienne, qui est ici, avec 1143 minutes d'imperméabilité. Si on peut le prendre comme ça du côté de l'Italie, c'était dans les années 70. Et puis ensuite, ici dans les années 80, fin des années 80, jusqu'à 90, et l'équipe actuelle est juste au milieu à la deuxième place ici, 1055 minutes d'invincibilité, non d'invincibilité mais de cage préservée. Et si on regarde sur les gardiens, eh bien Donnarumma pour l'instant est à la troisième place, derrière Dinozof, 1143 minutes sans prendre de but, l'ami Zenga ici 936 minutes, Donnarumma déjà 874 minutes les amis. Il est à la chasse lui aussi de ce record ultra intéressant. Les forces de l'Italie face à l'Autriche, c'est notamment le physique. Parce qu'on a un temps de jeu, là, normalement du 11 qui devrait jouer, qui est plus faible que le 11 de base de l'Autriche. Regardez, l'Autriche est à 2454 minutes jouées et les Italiens, 1918 minutes jouées. Ça doit être intéressant, ça, dans la bataille entre les deux équipes. La fraîcheur, très certainement, pour poursuivre l'aventure. L'avantage, ballottage pour l'instant, pour les Italiens. Avec au cœur de ce jeu, vous le savez, des hommes forts et
et notamment au milieu de terrain. Ça a été l'une des principales réussites, ça, de Mancini. Deux hommes, Jorginho et Locatelli, associés, vous le savez, souvent à Barella au milieu de terrain. Voilà qui devrait être super intéressant. Ce sont deux hommes qui incarnent vraiment la force italienne, à n'en pas douter. Je voulais vous montrer ça, parce que en marge de tout ce qui se passe, ça, ce sont des affaires intéressantes. Vous le savez que l'Allemagne va donc affronter la Hongrie. La Hongrie qui, il y a peu, a déposé des lois homophobes du côté de la Hongrie. Ce sont des lois adoptées à Budapest. Et il y a eu la volonté d'une action symbolique en Allemagne, notamment, de donner ses couleurs, vous le savez, à l'Arena de Munich pour accompagner le mouvement LGBT et lutter contre toutes ces lois homophobes. Sachez que l'UEFA a refusé cet acte. Il y a une passe d'armes entre l'UEFA et Munich. Et du coup, la mairie de Munich a décidé de placardiser les symboles LGBT partout dans la ville. Très intéressant cette bataille. Notez que les clubs, eux, ont accompagné ce mouvement. Regardez notamment la Juve avec le J de la Juve en couleur arc-en-ciel. Également le FC Barcelone. Je rappellerai en toile de fond l'histoire de la Super League et la bataille entre les gros clubs, tout comme cela, face à l'UEFA. Il y a beaucoup de choses qui peut-être se mélangent, mais l'apport principal est de lutter bien évidemment contre ces lois homophobes. Il en va de soi. En parlant des clubs et des stades, vous parlez de Wembley parce que vous le savez, je vous en ai parlé également. Bon nombre de gouvernements s'étaient commencé à s'élever pour toquer l'UEFA et leur dire, les amis, la pandémie Covid est en train peut-être de repartir un peu là du côté de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, et comme la finale se joue à Wembley, on veut baisser les risques au maximum. Et du coup, les Italiens, tout d'abord, les premiers, avec Mario Draghi, le président du Conseil, avaient appelé l'UEFA pour leur dire, les amis, moi je propose Rome, je propose la finale à Rome. Il s'est vu emboîter le pas par Angela Merkel, la chancelière allemande, pour dire, écoutez, il y a peut-être des risques du côté de Wembley, il faut peut-être repenser cette finale. Pour l'instant, statu quo, l'UEFA, avec Alexander Seferin, boot cette proposition et la finale devrait se jouer du côté de Wembley. Mais voilà également une intra-histoire au cœur de cette finale de l'Euro du côté de Wembley. Je parlais toujours de ce match entre la France et le Portugal. Regardez, nos copains du Corriere dello Sport, logiquement avec l'ami Cristiano qui évolue, vous le savez, du côté de la Juve. Un pari double pour lui parce que il va affronter l'équipe de France. Il va affronter Kylian Mbappé. Il va affronter dans le même temps, par l'esprit, peut-être le Paris Saint-Germain. Et comme Cristiano pourrait aller au Paris Saint-Germain, c'est une double épreuve. On nous l'annonce comme telle, là, du côté du Corriere dello Sport. La Juve, avec bien évidemment, le futur qui se prépare du côté de la Juventus de Turin, avec le plan de Max Allegri. Au cœur de ce schéma, il y a lui, l'ami Dybala. Mais on s'interroge notamment sur ceux qui vont arriver. Et il y a une grosse semaine là qui se passe autour de Locatelli, le joueur de Sassuolo, l'international italien. La dernière offre est arrivée. On parle de 30 millions d'euros offerts par la Juve, plus Dragusin, le joueur, est vraisemblablement, Sassuolo aurait donné un accord de principe. Ça devrait se faire dans les prochaines heures, très certainement, pour être dans ce nouveau schéma de la Juventus de Turin. L'homme de base, le key player au milieu. Du côté de Milan, avec AC Milan tout d'abord, regardez, on nous montre la carte européenne, là où sont en train de se dealer l'avenir du futur des joueurs de Milan AC, avec deux endroits clés, Madrid et Londres. Londres, parce qu'on nous parle d'Olivier Giroud, vous le savez, ou encore de Hakim Ziyech, du côté de Londres, et du côté de Madrid, parce qu'on nous parle de Brahim Diaz pour prolonger son prêt du côté de l'AC Milan, et d'Alvaro Odriozola, voilà qui vient intéresser l'AC Milan. On s'interrogera également sur l'avenir de Bakayoko du côté de Milan. Si on va de l'autre côté, avec les copains de l'Inter, vous le savez, c'était la bombe de ces derniers jours, il a quitté l'AC Milan pour rejoindre l'Inter, le voisin en prévision peut-être de l'arrêt de carrière d'Eriksen. Il faut trouver un key player et un numéro 10. Voilà ce qu'on a choisi avec Hakan Çalhanoğlu, qui va passer, vous le savez, à 5 millions d'euros de salaire. Il était à 2,5 du côté de Milan. La campagne pub ici de la part de l'Inter pour annoncer son arrivée. Et puis en marge, les postes de défenseurs et notamment le fameux dossier Hakimi. Hakimi va-t-il, oui ou non, quitter l'Inter pour filer soit au Paris Saint-Germain, soit à Chelsea? On a en attendant déjà choisi là les cibles potentielles pour le remplacer. Il y a du Gianluca Mancini, 25 ans, qui est à la AS Roma, ou encore du Matteo Pessina, vous le savez, international italien également, qui joue du côté de l'Atalanta, 24 ans. Les deux cibles
du côté de l'Inter Milan. Affaire à suivre. En parlant de l'Inter, regardez ce qu'on nous annonce là d'ailleurs du côté de la presse catalane. On nous dit, par rapport à tout ça, avec le départ d'Hakimi, la recherche de latéraux, que peut-être Jordi Alba, dont le contrat se termine en 2024 du Barça, pourrait être de l'intérêt de l'Inter Milan. Attention pour le FC Barcelone. On va tourner la page avec encore pas mal de choses, avec notamment l'Angleterre hier. L'Angleterre a réussi un gros coup hier avec une très belle victoire. Regardez, face aux Tchèques. C'est 1-0 avec un homme au cœur de tout ça. C'est encore Sterling qui marque. Le joueur de Manchester City, il est à la une de toute la presse. Vous le voyez, je vous ai dévoilé absolument toutes les presses. Tout simplement pour vous montrer vraiment ce visage radieux de Sterling qui est l'homme fort offensif alors que Harry Kane n'y arrive toujours pas du côté de l'Angleterre. Et dans le même temps, parlant des équipes britanniques, l'Écosse de nouveau éliminée. L'Écosse n'arrivera jamais vraisemblablement à passer lors d'un grand tournoi international cette deuxième phase après la phase de groupe. Éliminée, défaite face à la Croatie, 3-1. On va y revenir pour vous montrer au cœur de cette équipe anglaise, oui, du Sterling, mais également du Grealish qui a été extraordinaire. Le capitaine d'Aston Villa, vous le connaissez, on en a parlé hier dans le mag avec Seb Vidal et son numéro 7. Regardez, recto verso là, en fonction, la petite photo est très sympa, en fonction de la une que vous choisissez. Voilà Grealish qui est un homme ultra important au milieu de terrain de cette équipe anglaise, l'un des classiques de l'ami Gareth Southgate. A-t-il été élu MVP ou encore Sterling, les amis? Regardez, eh bien non, c'est l'ami Saka, le jeune Saka de Arsenal qui a été élu MVP. Les notes notamment de nos copains de Marca, elles sont ici au cœur et aux côtés de l'ogre Grealish. Deux meilleures notes à 3 étoiles, c'est justement Grealish et l'autre c'est Saka. Voilà pourquoi il a notamment été élu MVP. Le jeune joueur, j'adore ce joueur du côté de Arsenal. Je vous parlais de l'Écosse, les Écossais éliminés, défaite donc face à la Croatie, 3-1. Le MVP de ce match, il est là, le joueur du CSKA Moscou, Vlasic. MVP, et je noterai également 34 ans, le top match de Luka Modric, auteur d'un but fantastique extérieur du pied gauche. Allez le voir sur les réseaux sociaux, c'est absolument culte. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Vous pouvez vous en douter. En parlant du Real, j'ouvre une petite page là un petit peu sur l'actualité du Real Madrid et de l'Atlético. Côté Real, regardez, l'ami Ferland Mendy, le latéral français, demande une augmentation de salaire, les amis. Il demande deux choses. Il demande augmentation de salaire et augmentation grosso modo de temps de jeu. Il veut être le titulaire indiscutable côté Real. Et pour Carlo Ancelotti, aumento, c'est augmentation. Pour l'instant, sachez que le Real Madrid, pour l'instant, ne serait pas prêt à tout ça et notamment à l'augmentation de salaire. Affaire à suivre. Du côté de l'Atlético Madrid, chez les voisins, asuntos pendientes, ce sont les dossiers en cours. Les dossiers ouverts au nombre de 5, on va en parler, notamment Rodrigo de Paul. L'accord est trouvé, vous le savez, c'est terminé, mais on attend l'arrivée de nouveaux fonds du côté de l'Atlético Madrid pour valider définitivement ce transfert. On parle de 30 millions d'euros tout de même, hein. C'est une somme. On parle d'un latéral droit. Je vous en ai parlé hier et avant-hier parce que Arias blessé, Versalico qui veut du temps de jeu et qui menace de partir s'il ne l'a pas, ou encore Trippier l'anglais qui aimerait bien rejoindre la première ligue. Les 3 titulaires du poste pourraient partir et du coup, on s'interroge sur qui au poste de latéral droit. Un numéro 2 derrière Oblak. Vous le savez qu'il y a Gerbic du côté de l'Atlético, mais cet homme veut aussi du temps de jeu. Il pourrait partir. On cherche un nouveau numéro 2. Quel sera le compagnon de Luis Suarez? On cherche un autre numéro 9 pour accompagner l'Uruguayen. 1, 2, 3, 4 dossiers. Le 5e, c'est la possible sortie de Saúl pour avoir des fonds entre 40 et 50 millions d'euros. Et on parle notamment de la Première Ligue avec Manchester United. Affaire à suivre. Que se passe-t-il du côté du Barça? Logiquement, on est là. Que se passe-t-il avec Messi, les amis? Attention, toujours pas de contrat, toujours pas de prolongation. Il est à la Copa América avec l'Argentine et on est maintenant à une semaine du terme, très sincèrement, de son contrat. Que va-t-il se passer après 20 ans de vie du côté du Barça? Le président Laporta va-t-il trouver, oui ou non, l'accord? Affaire à suivre. Dans le même temps, le président Laporta, justement, qui avait une politique, vous le savez, de transfert à moindre coût et éventuellement en troc, déjà chose faite avec 3 profils arrivés pour 0, le Kun Agüero, Eric Garcia, 2 de Manchester City et Memphis Depay, bien évidemment, arrivé de l'Olympique lyonnais. L'autre interrogation côté Barça, elle est ici autour d'Ousmane Dembélé. C'est tombé, ça y est, opération pour lui et du coup, 4 mois d'absence, ce qui signifie que le transfert éventuel de Dembélé au sortir du Barça va être
paralysé, en tout cas pour cet été. Pas de sortie vraisemblablement pour Ousmane Dembélé. 4 mois de chaos pour lui. On nous emmène dans les colonnes de sport, j'adore ces reportages là, au cœur de la vie d'enfants, notamment de Memphis Depay. On est à 20 km là de Rotterdam, dans une petite bourgade. J'adore ces images vraiment. Regardez, Moordrecht, voilà le petit stade de Moordrecht, avec un Cruyff Court, Memphis Depay, toute l'empreinte néerlandaise qui est là, à la pêche avec sa grand-mère maternelle, dans un quartier où se mélangeaient les cultures indonésiennes, néerlandaises. 20 km de Rotterdam, voilà la vie de Memphis Depay qui arrive donc tout frais du côté du FC Barcelone avec le maillot de la sélection néerlandaise dans cette Euro. Le président Laporta, je vous l'ai dit, qui cherche des transferts, des renforts à moindre coût en mode troc. Regardez le dernier possible, regardez ça. Lui, vous le savez, il est en équipe internationale espagnole, hein. C'est le Roc, Adama Traoré, qui en ce moment est du côté de Wolverhampton, 25 ans. Il pourrait y avoir un troc avec Trincao. Trincao, 21 ans, les deux hommes pourraient changer de club. Je vous rappelle qu'Adama Traoré avait été formé du côté du FC Barcelone. Hein. Il était, regardez, le 23 novembre 2013, il avait fait ses grands débuts en remplaçant Neymar. Il avait alors 17 ans et 10 mois. C'était face à Grenade sous les ordres de Tata Martino. Et quelques temps plus tard, il marquera son premier but face à Huesca en coupe. Qui était le coach? Luis Enrique, tiens, le sélectionneur aujourd'hui de l'Espagne, il est dans ses plans. Voilà une possibilité pour les trocs et le mercato du Barça. On va tourner la troisième page, les amis. Troisième chapitre, troisième et dernier chapitre, justement, c'est pour parler de l'Espagne. L'Espagne a qui tout double aujourd'hui, les amis. Il n'y a plus de réflexion possible pour Luis Enrique. On a confiance en vous. C'est le message de Marca autour de ce groupe au complet. Vous le voyez, la Roja, c'est la juega. L'équipe espagnole se la joue aujourd'hui. Joue qui tout double, all-in, tapis vert. Attention avec Luis Enrique. Justement, on parle de match ball. Regardez dans les colonnes de Sport, le quotidien catalan. L'équipe espagnole n'a pas le droit à l'erreur pour espérer se qualifier, mais surtout pour garder les cartes en main et ne pas dépendre de l'autre match de ce même groupe. Luis Enrique est-il sous tension? Lui le dit non. Regardez comment il est arrivé à Séville. Le point levé comme ça, un signe fort de la part de Luis Enrique. Question, moi, démissionner? Pas du tout. Je ne pense qu'à une chose, c'est à la prolongation de contrat. Voilà qui est dit de la part de Luis Enrique, qui va très certainement opérer à des changements dans son groupe. Le premier, de fait, c'est le retour du capitaine, Busquets, le Catalan qui est en fin de retour. Il sera dans le 11 de départ. Les autres changements possibles, pas mal de choses, et notamment, tiens, le joueur du Paris Saint-Germain, Sarabia, le révolutionnaire. C'est lui à chaque fois qui est le premier choix de Luis Enrique lors des premiers changements. Il insuffle souvent le nouveau souffle. Et peut-être que, selon les experts en Espagne, il pourrait être titulaire pour ce match et réactiver l'équipe, intéressant le joueur du PSG. On nous signale également la qualité au pied du gardien. Unai Simón, qui est l'un des meilleurs joueurs au pied, l'un des meilleurs gardiens au pied, c'est une arme à utiliser dans les premières relances du côté de l'Espagne. Voilà quelques clés données. Je vous parlais tout à l'heure d'Adama Traoré dans la partie Mercato Barça, la partie 2. Eh bien, lui aussi pourrait peut-être jouer son jeu dans ce troisième match. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que les Espagnols ont les cartes en main. Ils ont les cartes en main. Ils vont devoir battre les Slovaques pour ne pas dépendre du match entre la Pologne et la Suède. Je vous ai grossi ce plan de bataille. D'ailleurs, pour vous montrer ce qui pourrait se passer, c'est provisoire. Hein. C'est provisoire. Unai Simón, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Gaïa, Azpilicueta. Vous l'aurez compris, ici, il devrait y avoir des changements donc sur les flancs avec l'entrée de ces deux hommes et notamment le capitaine de Chelsea, Busquets qui est ici, Thiago, Koke, Morata, Gérard Moreno et donc Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain. Voici le plan probable face à la bande lancée notamment par Hamsik et Skriniar en défense centrale. Très beau match attendu pour les Espagnols. Tenez, en parlant de l'Espagne, je voulais vous montrer ça parce que j'adore toujours ces petites histoires qui font partie là aussi de la grande histoire du football. Ça, vous le savez. Regardez, je vous montre cette photo. Pourquoi? Parce que l'ami Van der Vaart, le Néerlandais, a déclaré ces derniers jours l'équipe d'Espagne... pas terrible du tout, lamentable ce qu'ils sont en train de montrer. Oula, ça, vous imaginez la cote minute du côté des Espagnols. Réaction notamment de Busquets en conférence de presse. On lui pose la question, sa réponse, Van der Vaart, vous savez quoi? Moi, tous les jours, je passe devant une photo. La photo, c'est bien évidemment la finale de la Coupe du Monde 2010 où l'ami Iniesta marque l'unique but de la finale pour permettre à l'Espagne de s'imposer face aux Pays-Bas qui tacle au dernier moment pour essayer d'éviter ce but.
l'ami Van der Vaart. Le message est lancé de la part de Busquets à son ancien adversaire sur la pelouse. Voilà les amis pour ce point média complet. On va se retrouver ce soir, viewing party. J'espère que vous allez être là. J'espère que vous allez être là en direct sur Twitch, sur les copains du stream, le Ruiz Club spécial avec notamment First Team et bien d'autres invités surprises. Je vais vous les dévoiler sur Twitter, 20h30 pour revivre ce grand moment-là, notamment avec l'ami Kylian Mbappé, bien évidemment, qui va retrouver Cristiano Ronaldo. Ce sont toujours des grands moments attendus dans ces confrontations. Voilà les amis pour ce point média complet. J'espère que cela vous aura été utile. Durant toute la journée, on échange via les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. N'oubliez pas, ce soir, 20h30 ensemble. En attendant, profitez des vôtres comme tous les jours et je vous embrasse.